The Jules Verne Trophy is a prize for the fastest circumnavigation of the world by any type of yacht, with no restrictions on the size of the crew, provided the vessel has registered with the organization and paid an entry fee. A vessel holding the Jules Verne Trophy will not necessarily hold the absolute round-the-world record. The trophy was first awarded to the first yacht which sailed around the world in less than 80 days. The name of the award is a reference to the Jules Verne novel, Around the World in 80 Days, in which Phileas Fogg traverses the planet, albeit by railroad and steamboat, in 80 days. Starting in November, the Gitana sailing team will be on standby to break the record. This is the World on Water Sailing News for October 16, 2020. Here are the highlights of sailing globally in the last 7 days. The Gitana team's huge trimaran, Edmond de Rothschild, is ready for their November 1 standby to attempt breaking the Trophée Jules Verne record. They want to be the fastest to sail around the world, and skippers Frank and Charles have assembled an expert crew to do so. Top sailing navigator Juan Vila, who regularly sails on Wild Oats 11, in the Rolex Sydney Hobart race, has joined the British America's Cup Challenge. Martin Cramp explains how Boris Herman on Sea Venture in the Vendée Globe race will deploy instruments to track the ocean's health. Marie-Françoise 21 leads 5.5-meter Erbs race after day 1 on Lake Thun in Switzerland, with 12 crews enjoying the day of tight racing, in light winds and under mainly blue skies. Emirates Team New Zealand tell their story of their America's Cup journey so far. And what a story it is. Brilliant. La conduite du bateau, la façon de barrer le bateau est beaucoup plus fine à haute vitesse, et donc la concentration doit être extrêmement poussée lorsqu'on barre des bateaux à ces vitesses-là. Un pilote, c'est plutôt quelqu'un qui est derrière un volant de voiture, et il faut être à quelques centimètres au fond du corde au virage, et nous c'est un peu la même chose, que ça se joue à quelques centimètres d'angle de barre près. Je pense que même dans tous les moments, ou même les moments hors quart, je pense toujours au quart de barre d'après. Je me dis, ça va être génial, je vais essayer d'aller encore plus vite. Je sais que quand je passe la barre au suivant, je veux avoir l'impression d'avoir fait mon maximum et de ne pas avoir de regrets. J'ai perdu 1 mètre, une dizaine de mètres en trop. Aujourd'hui, on est à grappiller de l'heure. Avant, on était à grappiller des journées ou des demi-journées. Pour battre le record, chaque minute compte. Donc avoir des gens qui font gagner des secondes, on les prend tous les jours. Sur le trophée Jules Verne, pour battre le record, on va le battre de quelques minutes, peut-être quelques heures. Donc chaque minute compte. Aujourd'hui, les bateaux vont tellement vite dans l'eau, même ils sont quasiment plus dans l'eau, que le plus grand frein vient de l'air. Imaginez quand vous sortez votre main de la voiture, quand on avance à 100 km/h, vous voyez la force qui exerce sur votre main, reportée sur toute la surface du bateau, on peut comprendre que c'est un frein. Sur l'aéro, on arrive encore à trouver des éléments où on peut gagner 1-2 nœuds de vitesse de bateau. À travers les ordinateurs, le bateau il est modélisé. On fait passer du vent dessus et on voit les effets, comment le vent évolue autour du bateau et quel frein ça apporte, quelles sont les traînées de chaque partie du bateau. La traînée, on mesure ça en newtons. On a des gains de plusieurs centaines de newtons, c'est-à-dire, si on peut reparler en kilos, de 50-60 kilos de traînée, c'est très important. Une des forces de ce bateau, c'est qu'il a été très bien pensé au tout début en aérodynamique. Essaye de faire en sorte que de l'avant à l'arrière du bateau, les écoulements soient les plus linéaires possibles. On a identifié des points faibles sur le bateau par rapport à ce qu'on ressent aussi à bord. Et on a essayé de gommer ces points faibles dernièrement. Quelque chose qu'on ne peut pas faire évoluer, c'est la forme de la structure en général, mais tout ce qui est
section en 2 dimensions, profil de chaque section. L'année dernière, on a déjà fait un gros step en rajoutant cette aile à l'arrière. C'était un gain important. Tout le bras arrière et sa barre d'écoute, c'est un gain de quasiment 1,3 à 1,5 sur les vents. C'est pas des petits gains. Cette année, on a légèrement changé l'orientation de nos ailes sur les bras avant. En fait, c'est un peu comme un spoiler de voiture. On a changé un peu l'incidence. On a relevé la bâche dans la crosse et en plus on les a rallongés. On a essayé de gommer tout ce qui dépassait. On a rajouté une fermeture entre la baume et le cockpit. L'idée, c'est vraiment d'optimiser l'écoulement du flux entre le mât et l'arrière. Tout est fait pour essayer de réduire la traînée du bateau et du simple détail à des choses plus visibles comme cette casquette là, qui a été rallongée pour pas que l'air soit perturbé jusqu'au bout de la grand voile. On arrive à réduire de 15% la traînée totale du bateau entre 2017 et 2020. Petits plus qui font des grands plus, quoi, additionnés. Des très bons barreurs, des très bons navigateurs, des très bons régleurs, des très bons techniciens. Il faut une richesse de profils qu'on commence à avoir et qui sont indispensables et nécessaires sur les bateaux du Trophée Jules Verne. David, qui est le boat captain du bateau, un excellent marin et surtout un excellent technicien qui connaît le bateau par cœur. Il a cette force de connaître le bateau depuis sa naissance, il connaît chaque pièce du bateau et on sait que quand il y a un problème, il va intervenir très rapidement. Sur une épreuve comme ça, je pense que c'est indispensable d'avoir quelqu'un d'aussi compétent, quoi. Yann, quelqu'un qui est capable d'être très spécialisé dans son rôle de médiaman et on lui demande d'être performant dans la manœuvre, dans la veille et dans le contrôle de la performance du bateau aussi. Morgan Lagravière, qui est réputé pour aller faire avancer les bateaux très vite et avoir une certaine glisse, et qui est jeune et qui du coup est très au courant de tout ce qui est volant, qui dès qu'il peut voler sur quelque chose qui navigue, il est là. Je pense qu'Erwan est quelqu'un de très réfléchi et rigoureux dans son état d'esprit pour que le bateau soit toujours à 100% de son potentiel. My name is Juan Villa. I'm a meteorologist for Ineos Team UK. Just basically it's helping the team really day-by-day operation, but also decisions from design to tactical decisions to boat configuration. I think that will be my 8th America's Cup. I think I've done 7 before, if my memory is right. And then also I just did 5 Volvo races, the last one 2 years ago. Probably it's not so much as tactical as it used to be before, but it's important on the configuration decision and on obviously early on in the program. Go through the weather data, observations, models, and just basically write down a forecast. And then we have a little briefing in the morning just to make those decisions, the day decisions, and then getting close to the race, then on the decisions that we can do to improve the boat, and how we configure the boat, and tactically how we want to play the race. I think I had questions from everyone. Obviously, sailing team day by day, basically that's their tool. They want to know what to expect. But I think anyone on the team, operation-wise, obviously, if it's going to be windy when they lift the boat out, it's also a point of interest. So one reason or another, there's pretty much everyone on the team I think is interested in what the weather's going to do. Sometimes they want me to change the weather, which is impossible, obviously.
dans l'UNESCO, il y a une cellule qui s'appelle la Commission océanographique intergouvernementale qui s'occupe de tous les problèmes de la mer, de la surface jusqu'au sol. Et il y a une autre agence qui s'appelle l'Organisation météorologique mondiale, OMM, qui s'occupe de l'atmosphère, de toute la partie, on va dire, météo. Et les deux ensemble gèrent le problème qu'on peut rencontrer au niveau de l'observation de l'océan. Il y a 10 ans, en gros, on n'aurait pas pu imaginer que quelqu'un qui fait le Vendée Globe va accepter qu'on lui donne 20 kilos, voire peut-être en total 40 kilos supplémentaires. Et les navigateurs, aujourd'hui, ils sont prêts à faire ça parce qu'eux, ils ont compris ça. C'est eux qui font le tour du monde, qui ont vu le changement de l'océan en premier rang. Il y a environ 30 pays qui contribuent. En France, c'est Météo France et Ifremer, par exemple, qui donnent des instruments. Tous ces instruments ensemble, il y a environ 8 000 jusqu'à 10 000 de fois en mer, ils forment ces systèmes. Il y a le parcours du Vendée Globe qui est très intéressant parce qu'il transite dans ces zones où il n'y a pas d'autres navires. Et avec un tel instrument, c'est un flotteur Argo. Le flotteur, on le déploie, il va plonger à 1000, plus tard à 2000 mètres pendant 10 jours. Il revient en surface, il envoie ses données et il continue sa vie, il va replonger. Et tout ça pendant 5 ans en autonomie. L'autre moyen, c'est d'installer directement un instrument à bord du navire. C'est des petits boîtiers très innovants qui vont pomper de l'eau de mer à l'intérieur. Ils vont analyser l'eau de mer. Et il y a aussi des capteurs atmosphériques à bord. Donc là, on a l'intégralité de ces paramètres qui sont envoyés en temps réel à terre, ils ont traité directement. Et pour comprendre le courant en surface, on a justement besoin de ces données-là. Et après, avec ces données-là, on peut estimer par exemple des phénomènes comme El Niño, donc qui a un impact directement pour l'humanité. Actually, we're pretty surprised that we had a really good wind today. We started a bit late, but finally the first race was really nice. And the second one, the wind was dying. It was a bit of lottery, but finally it was okay as well. So we are very happy with our results. First and second is good for today. So first race, we had good wind, a good first upwind course and a very bad downwind, so we lost a lot. And the second run was really nice as well. At the end we had not enough wind, but enough to finish. And yeah, we managed to get the first win for me, and I think for a long time the rest of my crew got the first win as well. So yeah, for this weekend we thought it's a good opportunity for me to practice the helm. So yeah, he gave me the chance, and I managed quite well today, I think. Let's see how the rest of the weekend turns out. A long, long
time ago, the America's Cup was a one-man show. America held it for so many years. Then an Aussie fella, Alan Bond, came along and the cup was gone, filled to the brim with Dennis Connor's tears. And challengers from across the earth met in the stormy seas of Perth, but one yacht had him on the run, and his name is KZ7. New Zealand first got involved in the mid-80s really with Sir Michael Fay. It was a whole new thing really. We all knew about the America's Cup from watching Australia 2 on TV, and that was an obvious progression of something that we all wanted to do, so we all leapt on board as soon as there was an opportunity to. KZ7 ended up having a fantastic run and nearly pulled off the impossible and sparked people's imagination back here and started the 35-year plus involvement in the America's Cup. Set a great pace in the yacht race, they couldn't give up. Where the Kiwi boys too fast and too tough. Oh, we've got the America's Cup. Oh, we've got the America's Cup. 12 years ago, the call went out to stay Stand Up Australia. Now in 1995, it's Stand Up New Zealand. Black Magic is about to sail to an unprecedented 5-0 win. 95 was a huge win really. That boat went there and just absolutely clonked everyone, you know, it won just about every race. The America's Cup is now New Zealand's Cup, and for only the second time in 144 years, the most illustrious and elusive of prizes in sailing, international sport's oldest prize, leaves the United States, this time to a different down under, New Zealand! So that was a big step forward. It was a big step forward for this country. It was a new start led by Blakey and Russell Coates. Put a lot of emphasis on boat design, a lot of emphasis of more sailor input. It was a much more integrated approach. And that really has started the culture of what we still are today, I think, where we're not scared to look outside the box, and we put a lot of emphasis on technology and a lot of emphasis on having a very integrated team to get to the best product. Coming into 2000, Team New Zealand at that point really picked up on what they knew as a winning combination or a winning formula in 95 and expanded on that. They've got the stranglehold on this match, PJ, already. Absolutely magnificent! Dean Barker, it doesn't get any better than this! Got stronger again in design, got stronger again with the sailing team. Everything was just a lot more finessed. The 2000, there was obviously a big loss of key people from Team New Zealand at that time who went off to, form the Alinghi team. A shot for the Black Boat campaign, a stunning announcement from Team New Zealand. They went everywhere. They went to Oracle, they went everywhere. So it was basically, what was left was a very young team. Lost a bit of their leadership and focus, really. Race 1, America's Cup 2003. It's Team New Zealand in the windward position. Alinghi down to Lewin and ahead. A lot of people had to step up into new roles, and we're still pretty adventurous with our design philosophy, but we just didn't have the reliability, a lot of gear issues and breakages. There's an awful lot of water here as they're starting to bail furiously. Well, it looks like the outboard end of the main boom, that new innovation that was seen there, has broken. Mechanical failure early on in race number 1. Bad way. Team New Zealand broken their mast. Just collapsed, snapped in half. Oh my goodness. Just disaster for Team New Zealand. Got taken by surprise a little bit, I think. Probably thought, well, we've done this twice before, we know what we're doing, but weren't ready for the effort that was put in by a lot of the challenging teams in that particular cup in 2003. That was a very strong cup. Sailing's biggest prize has a new home, Switzerland.